Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez LM Classics, la petite chaîne romande qui s'adresse à la francophonie amatrice de mécanique, mécanique old-timer, mécanique ancienne. Nous sommes en 2026, nous sommes au mois de février, à la mi-février exactement. Je tenais à faire cette petite vidéo parce que d'abord, vous avez tous constaté que ça ne va pas très très bien dans le monde, que l'intelligence artificielle est en train de prendre le dessus sur énormément de choses et il semblerait que l'humain ne réagisse pas ou peu, ne se pose pas vraiment les vraies questions. Il préfère être fainéant et dire à l'IA sors-moi un texte sur n'importe quoi, au hasard, Oldsmobile Diesel, et l'IA va aller pomper à gauche à droite des informations qui ont été écrites, réécrites, réécrites, encore écrites, et vous sortir une vidéo assez bluffante, je dois dire, au niveau du rendu, sur les Oldsmobile Diesel. Malheureusement, dans tout ça, il manque le recul un petit peu, justement le recul que l'humain peut avoir sur certaines choses. Et je trouve ça dommage. Donc je voulais recadrer un tout petit peu le sujet, toujours sur ces Oldsmobile Diesel. Elles ont eu des problèmes, c'est évident, mais pas de l'ampleur de ceux qu'on peut voir sur Internet. Malheureusement, ça me rappelle l'époque où j'étais dans la machine de chantier et une grande marque connue allemande, Liebherr, pour ne pas la nommer, qui quand même maîtrisait et maîtrise encore très bien les pelles hydrauliques, les pelles excavatrices, avait lancé dans sa gamme de bulldozers et de chargeuses à chenilles un nouveau système d'entraînement qui était hydrostatique. Les toutes premières séries ont connu des problèmes. Voilà, ça arrive même aux Allemands, qui sont pourtant en général des gens assez pointus et assez ordonnés. Eh bien, les premières séries ont eu des problèmes hydrostatiques. La réputation a été faite instantanément. Plus personne ne voulait acheter de Liebherr, chargeuse ou bulldozer avec l'hydrostatique parce que tout le monde disait c'est de la... Eh bien, il y a eu des problèmes. Ça peut arriver, comme il y a actuellement des problèmes dans l'automobile sur certains moteurs, sur certaines boîtes. Bon, voilà. Et Liebherr a corrigé le tir. Les machines sont devenues d'excellentes machines. Sauf que, à l'exportation, c'était mon travail, j'achetais du matériel pour l'exportation. Personne ne voulait d'une Liebherr à hydrostatique, qu'elle soit de première série, deuxième série, troisième, tout ce que vous voulez, c'était invendable. Et puis l'acheteur, l'entrepreneur qui voulait acheter une machine en Suisse, sachant ça, il avait le choix finalement entre, grosso modo, 4 marques, Caterpillar, Komatsu, Liebherr et Kaz, dans une certaine mesure. Que faisait-il? Sachant que sa machine était invendable après l'avoir utilisée, parce qu'il a quand même une notion de se dire que vais-je faire de ma machine d'occasion, acheter finalement du Caterpillar ou du Komatsu. C'était les deux principales marques qui étaient achetées, qui avaient une valeur de revente qui était relativement élevée à la fin de l'utilisation, du cycle d'utilisation, en tout cas pour l'entrepreneur chez nous en Suisse. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est exactement le même schéma qui s'est répété pour les Oldsmobile Diesel ou les GM Diesel. Il y a eu des loupés au début, effectivement, qui n'ont pas été aussi dramatiques que ce que certains le disent, mais ça a complètement péjoré l'image de marque de la voiture. Et même quand GM a rattrapé le coup à partir de 1980, 1980, 81, où les fameux blocs DX dont tout le monde parle ont eu des modifications, ils ont diminué la puissance des moteurs, ils ont revu certaines parties internes, notamment les poussoirs, etc. Ça a finalement rendu des voitures qui étaient fiables, qui fonctionnaient bien, mais la réputation était faite. Et quand une réputation est faite, eh bien, il vous faut 20 ans pour vous faire une bonne réputation et en 2 jours, elle est brisée. C'est ce qui est arrivé à Oldsmobile, c'est ce qui est arrivé à Liebherr, c'est ce qui est arrivé à de nombreux constructeurs qui ont eu un loupé. Voilà, ça vous arrive jamais de vous tromper? Si, ça vous arrive. Eh bien, eux, ils ont fait un loupé et ça leur a été fatidique. Pour expliquer vraiment la mauvaise partie des moteurs Oldsmobile Diesel, elle est principalement due, premièrement, crise économique, et les gens voulaient rouler moins cher et surtout avoir du carburant disponible. Ce qui n'était pas le cas dans les crises pétrolières de 73, 73 et 76, 76, parce que les États-Unis ont été touchés extrêmement violemment par ces crises pétrolières et l'embargo pétrolier. Je ne me souviens pas en France qu'on ait eu ce problème de pénurie de carburant. Alors j'étais peut-être encore un peu jeune, mais en tout cas en 76, 76,
Je me souviens d'une espèce de petit cochon rose avec un entonnoir sur la tête et il y avait marqué la chasse au gaspille. Je sais pas, ça peut-être que ça rappellera des souvenirs à certains. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai moi, mais j'ai pas le souvenir qu'on ne pouvait plus rouler parce qu'il n'y avait plus de carburant. Mais apparemment aux États-Unis, ça a été beaucoup plus violent. Donc, la GM essaye de trouver des solutions alternatives. Ils ont choisi de faire un moteur diesel. Ils ont choisi de créer un moteur diesel et non pas de dieseliser le 350 essence. Alors ça, c'est une affabulation qu'on retrouve à tous les coins de rue du net. Ça, c'est impressionnant comme quoi les gens s'imaginent qu'ils ont pris un 350 essence, qu'ils ont mis des pistons, des bielles, un arbre à câble dedans différents et des culasses diesel évidemment, parce que ça, ils sont tous d'accord là-dessus. Et en avant la musique. Non, c'est complètement faux, c'est n'importe quoi. Ils sont partis d'un développement à zéro en 1973. L'idée était, parce que les Américains ne voulaient pas avoir des voitures plus petites, c'était d'offrir un moteur V8 qui ait des performances suffisantes pour propulser leurs grosses voitures dont ils ne voulaient surtout pas que la taille réduise. Alors, le pari était simple. La réalisation a été confiée à la division Oldsmobile, qui était connue comme étant la plus technique dans le groupe GM et qui surtout avait un point favorable, c'est qu'elle utilisait des fontes qui étaient fortement chargées en nickel. C'est-à-dire que la fonte qui était utilisée par Oldsmobile était beaucoup plus résistante qu'une fonte standard qu'on pouvait trouver chez d'autres fournisseurs comme Pontiac ou éventuellement Chevrolet ou Buick. Donc, développement technique d'abord par Oldsmobile, qui connaissait quand même un peu le sujet, et matériaux de meilleure qualité que les autres marques du groupe. Le développement se fait, et malheureusement, effectivement, malheureusement, la crise pétrolière de 76, de 76 arrive presque un an trop tôt, parce qu'elle met sous pression les bureaux d'études d'Oldsmobile, qui, sous la pression du commercial, doivent absolument produire un moteur qu'ils n'ont pas encore totalement terminé. Je dis bien qu'ils n'ont pas encore totalement terminé. Ce moteur avait fait des essais, il tournait, il avait été mis dans plusieurs voitures, ils avaient fait énormément de correctifs. Il y a plus de 300 types de chambres de précombustion qui ont été essayés sur ces moteurs-là pour obtenir le meilleur rapport fumée, puissance, consommation. Et donc finalement, ils sont arrivés à un type de chambre de combustion après avoir en essayé 300. Donc c'est pas comme ça leur est pas venu du ciel un beau matin en disant tiens, pouf, allez hop, on va mettre 2 culasses diesel sur un moteur essence. Non, ça c'est ridicule, il faut arrêter de penser à ce genre de choses. C'est grotesque. Ensuite de quoi, un bloc, je vous le montrerai d'ailleurs parce que je vais récupérer un bloc 350 Oldsmobile essence et puis j'ai des blocs diesel. Je vous montrerai vraiment les différences fondamentales qu'il y a entre les deux les deux blocs parce qu'elles sont extrêmement importantes. Le poids d'un moteur diesel est effectivement plus lourd parce qu'il est plus renforcé à l'intérieur qu'un moteur essence. Le vilebrequin, par exemple, a des paliers beaucoup plus gros que les moteurs à essence qui partagent la même cylindrée. Finalement, on en revient à dire que ce qui fait croire aux gens que c'est un 350 essence, c'est parce qu'ils partagent la même cylindrée, le même alésage et la même course. Mais c'est tout ce qu'il a en commun, en fait, finalement, avec le moteur essence. Alors, Oldsmobile, l'erreur, oui, ils ont dû le sortir effectivement un peu précipitamment sous la pression commerciale. Et d'un autre côté, l'utilisateur de ces autos n'était pas habitué à utiliser des moteurs diesel. Je vous apprends rien, je pense, quand je vous explique qu'un moteur diesel est un moteur qui est fait pour faire des kilomètres, qui n'est normalement pas fait pour faire des sauts de puce, c'est-à-dire on met en route, on fait 2 kilomètres, on l'arrête et on recommence inlassablement. Ce n'est pas la philosophie première du diesel, surtout à l'époque. Le diesel était prévu pour faire des kilométrages relativement élevés et sur un laps de temps relativement long. D'ailleurs, Oldsmobile préconisait de faire minimum 6 miles, avec son moteur pour le laisser chauffer, pour le laisser monter en température et puis pour éviter l'encrassement du moteur. Donc, comment était-il utilisé réellement à l'époque? Comme des voitures essence, probablement, parce que les Américains ne connaissaient que ça, enfin, presque que ça. Et du coup, ça a amené des défaillances liées au principe même du moteur diesel. C'est-à-dire, le moteur diesel a besoin de monter en température, il a besoin d'arriver à une plage de température où il va pouvoir fonctionner de manière optimale et surtout éviter une usure prématurée des éléments internes du moteur. Bon, ça c'est un des premiers points importants qu'il faut relever.
le manque de connaissance des utilisateurs par rapport à un moteur diesel. On l'a encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, vous avez les filtres qui s'encrassent, etc., qui c'est probablement dû à ce genre d'utilisation un peu trop courte et qui fait que le moteur n'a pas le temps de monter en température et surtout de brûler un petit peu toutes ces particules. Bref, ça c'est une parenthèse. Ensuite de quoi, alors là une erreur qui est fondamentale chez GM, et qui est liée par des impératifs purement économiques. En Europe, on fabriquait des diesels depuis bien plus longtemps. Bon, on parle de Peugeot, hein, notamment, on parle aussi de Mercedes, des entreprises qui maîtrisaient quand même assez bien le sujet des diesels et qui avaient bien intégré le fait que l'eau, le diesel et une pompe d'injection, ça fait en général assez mauvais ménage. Et surtout qu'un moteur diesel, je ne vous l'apprends pas, comprime beaucoup plus qu'un moteur essence, notamment l'automobile diesel, qui a un rapport volumétrique de 22,5 à 1. C'est énorme comme rapport volumétrique, même pour un diesel. Et donc, vous envoyez de l'eau au travers d'une pompe d'injection qui n'a jamais été conçue pour avaler de l'eau. Eh bien, elle rouille à l'intérieur, c'est normal. Hein. Deux, le fameux flex ring, l'anneau élastique dont je crois vous avoir déjà parlé, se détériore parce qu'on rajoute de l'alcool isopropylique dans le réservoir pour diluer, si vous voulez, pour emporter l'eau de manière fine avec le carburant. Et puis troisièmement, quand vous mettez de l'eau dans un moteur qui comprime avec un rapport volumétrique de 22,5 dont les compressions tournent aux alentours de 27 à 30 bars, c'est catastrophique. Alors oui, on parle des joints de culasse. Oui, tout le monde dit qu'il n'y avait que 4 trous pour tenir les culasses. Oui, les boulons Tortouilleld pouvaient avoir des problèmes, mais ne pas oublier que à l'époque, on envoyait de l'eau avec le carburant dans les chambres de combustion et on augmentait encore la compression à l'intérieur, ce qui fait que ça ne suivait plus derrière au niveau des boulons Tortouilleld. Je vous rappelle quand même que le Tortouilleld, c'était très nouveau à l'époque, peut-être pas assez maîtrisé, mais que c'est sur quasiment tous les moteurs actuellement. Donc la technologie choisie par GM n'était pas une mauvaise technologie. Peut-être que la conception des premiers boulons Tortouilleld n'était pas optimum, mais par contre, le principe qui les a amenés à utiliser le Tortouilleld était tout à fait pertinent. Donc, on a ces problèmes de joints de culasse qui lâchent, et après, effectivement, ça vous le savez, ou si vous avez été voir sur Internet, vous avez lu que la maintenance était assez mal faite, puisque les mécaniciens n'étaient pas suffisamment formés, ou pas formés du tout à ce type de mécanique, et un Tortouilleld, ça ne se resserre jamais, ça ne se réutilise jamais, ça se jette, ça sert de lampe de chevet, ça fait ce que vous voulez, mais vous ne le remettez jamais dans un moteur. Une fois qu'il a été serré, une fois qu'il a été étiré, vous pouvez le mettre à la poubelle, et c'est tout ce qui peut lui arriver de mieux. Vous devez changer tous les boulons. Ce qui ne se faisait pas forcément à l'époque, ou alors chez des mécaniciens qui étaient très au point avec les moteurs diesel, et qui savaient que quand il faisait une culasse, il fallait changer évidemment le joint, puisque c'était en général lui qui avait lâché, mettre la culasse et remettre des boulons Tortouilleld renforcés. Renforcés parce que GM a changé la qualité des Tortouilleld à partir de 1980, sauf erreur, 1980, ils ont mis des boulons Tortouilleld renforcés, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un problème avec ça. Ensuite, de quoi ce moteur, si vous lui mettez un séparateur d'eau, ce que nous avons fait sur les automobiles diesel que nous avons, eh bien, vous n'avez pas de problème. D'autant que nous sommes en Europe, et que déjà à l'époque en Europe, il y avait un parc diesel suffisamment conséquent pour éviter les problèmes de condensation récurrents dans les cuves et les citernes des stations-service, qui, celles qui avaient peu de débit au niveau du diesel, eh bien, avaient finalement pas mal d'eau à l'intérieur de leur cuve, ce qui amenait cette eau via la pompe dans le réservoir de la voiture, de le réservoir de la voiture dans la pompe d'injection, et les dégâts, je viens de vous les expliquer. Donc, avant de jeter l'eau du bain avec le bébé, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte de l'époque. Un diesel, c'était quand même beaucoup plus économique qu'un véhicule essence. Il parlait de 30 miles par gallon, ce qui était absolument hallucinant à l'époque quand le parc tournait péniblement avec des moteurs essence entre 15 et 18, 19 miles par gallon quand vraiment tout allait bien. Donc un gain vraiment conséquent au niveau de l'économie de carburant. Le prix du carburant était beaucoup moins cher que celui de l'essence. Donc finalement, c'était un projet intéressant et alléchant selon l'utilisation qu'on allait en faire.
Donc je reviens à l'utilisation, le diesel pour faire des sauts de puce, pour aller à l'église le dimanche, pour aller amener les enfants à l'école le matin, etc. C'était pas la solution idéale. Et peut-être que là, les commerciaux de chez GM ont un peu volontairement occulté cet aspect-là. Personne ne le sait, on ne le saura sans doute jamais, mais peu importe. La consommation, rapportée en litres au 100 km, pour nous en Europe, ça tourne à 10 litres. Vous avez quand même 5 litres 7 de cylindrée, vous avez un V8 atmosphérique et vous consommez 10 litres. Alors ça, c'est une moyenne sur l'année que nous faisons. C'est-à-dire qu'on fait de la route, un peu d'autoroute, on va rarement en ville, mais on est principalement sur les routes. On traverse des villages, mais on n'a pas, par exemple, des kilomètres et des kilomètres d'autoroute à parcourir à vitesse stabilisée. Et je pense qu'on serait en dessous, très honnêtement, de ces 10 litres. Mais la moyenne, elle est de 10 litres au 100. 10 litres au 100 pour une voiture qui a 50 ans, qui fonctionne au diesel, qui est un gros V8 fonte, qui tire des voitures de 1700 à 1900 kg selon le modèle que vous avez, moi je trouve ça assez honorable, même encore maintenant où on nous serine les oreilles avec des voitures qui consomment 4,1, 2, 3 litres dans des normes extrêmement précises et puis finalement vous vous rendez compte comme tout le monde qu'à l'usage vous êtes plutôt à 5-6 litres. Ce qui est très bien, hein. Moi je ne juge pas là-dessus, mais par contre entre le discours officiel et la réalité, il y a toujours ce gap qui existe. Et puis on a encore des véhicules qui consomment encore 10 litres au 100. Vous prenez des pick-up actuels de grandes marques que je ne nommerai pas, qui sont pourtant des moteurs avec un turbo et des diesels qui consomment leurs 10 litres au 100. Et on est en 2026. Alors, oui, je vous vois venir. Oui, mais quand même. Oui, quand même. Oui, il y a eu des problèmes. Oui, la GM les a réglés. Mais ce n'était pas 100% leur faute. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous conseiller? Elles ne valent rien, ces voitures. Sur le marché, il y en a qui essayent de les vendre 10 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros. Personne n'en veut. Parce qu'il y a cette réputation qui leur colle au basque. Et aussi, et je dois l'avouer, que les pièces commencent à devenir compliquées à trouver. Nous, dès qu'on trouve des pièces à acheter, on les prend parce que de toute façon, on sait qu'à terme, il y en aura de moins en moins, ou alors il faudra lancer des refabrications et trouver suffisamment de fanatiques du moteur Volkswagen diesel pour pouvoir amortir un peu les coûts de refabrication. Si vous en trouvez une en bon état, qui tourne, eh ben, faites-vous plaisir, achetez-la. Alors vous devrez réviser la pompe d'injection, ça c'est obligatoire. Tous les moteurs qu'on a récupérés, toutes les voitures qu'on a récupérées avaient toutes le même problème, la pompe d'injection, parce qu'il y a cette pièce interne en plastique, en synthétique, qui lâche avec le temps. Elle a été améliorée, parce que les toutes premières séries avaient un matériau très distinct qui se désagrégeait relativement vite. Ensuite, ça a été remplacé par un matériau synthétique beaucoup plus résistant. Mais c'est comme tout, hein, votre moteur, il allait prendre l'âge, votre courroie de distribution, vous devez la changer de temps en temps. Et puis là, l'anneau élastique dedans, il est toujours foutu ou en train de casser. Alors ça, c'est important de le faire parce que ça fait que votre pompe va s'arrêter de fonctionner. Les particules de cet anneau élastique vont partir un peu partout dans la pompe et boucher surtout le retour de carburant au réservoir. Et en bouchant le petit clapet qui est à la sortie de la pompe, eh bien, la pression va s'égaliser entre la pression d'entrée de votre pompe et la pression interne à la pompe. Et du coup, vous n'aurez plus de cycle de pompage possible. Puisque en fait, la pompe sera une énorme bulle de pression interne et ne pourra pas travailler correctement. Donc ça, c'est la première chose à faire, et puis espérer que dedans, ça ne soit pas rouillé, parce que c'est souvent des véhicules qui ont été immobilisés pendant longtemps. Et du coup, on retrouve, j'ai des exemples de choses difficilement récupérables, parce que la rouille a fait son travail. Voiture intéressante, pourquoi? Parce qu'on n'en voit pas. Parce que, franchement, quand elle fonctionne, je l'ai déjà dit, hein, ça marche très très bien, c'est très agréable, vous roulez tranquillement. Une américaine de toute façon, surtout en break comme j'ai, c'est pas des voitures sur lesquelles vous allez faire de la piste. Le mythe du muscle car américain, il était déjà bien terminé au moment où ces automobiles diesel sont arrivés sur le marché. À titre de comparaison, vous aviez le 5 litres 7 essence de Chevrolet, Buick, machin, qui faisait 170 chevaux, 170 chevaux, DIN. Attention, hein, on parle bien de brake horsepower, enfin SAE net, comme appelaient les Américains, ce qui correspond quasiment à la norme DIN.
Les muscle cars américains, avant 1972, avant 1972, annonçaient des puissances phénoménales qui n'étaient pas le reflet d'une réalité. C'était une norme BHP, SAE, où, comme pour les Français, on utilisait le moteur au maximum de ses capacités, sans dynamo, sans alternateur, enfin, pardon, c'est la même chose, sans ventilateur, sans pompe à eau, enfin, il n'y avait rien, il y avait le truc réglé aux petits oignons, maximum, et tac, on mettait une croix là où on avait obtenu la plus grande puissance, et on disait à tout le monde, regardez, mon moteur fait 400, 500, j'en sais rien, etc. Donc quand vous regardez les tabelles des puissances des mêmes moteurs, vous prenez un 455 cubic inch donné pour 400 chevaux et des bananes en 1971, ben en 1972, tout d'un coup, ce moteur il se retrouve à 280 chevaux, 280 chevaux. Bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, ils ont pas refait le moteur, simplement que le calcul de la puissance a été modifié, ça d'ailleurs sous l'impulsion du gouvernement fédéral américain qui a imposé aux constructeurs d'annoncer des puissances réelles et non pas des puissances théoriques. Donc, le diesel fait 120 chevaux dans sa première version, et le même 5 litres 7 diesel essence fait 170 chevaux, 170 chevaux. Le gap n'est pas énorme. Par contre, au niveau consommation, le gap, lui, il est énorme. Vous faites vos 10 litres avec votre diesel et vous allez faire vos 15-17 litres avec votre essence. Alors, moi, je trouve ça assez intéressant. En plus, bon, le bruit est rigolo, hein, c'est un bruit de diesel, bien sûr, mais finalement, je suis un peu plus attentif maintenant au moteur diesel courant actuel et j'essaie de faire des comparatifs de bruit. D'ailleurs, j'ai un petit sonomètre, il faudrait que je fasse une enquête rue avec mon sonomètre et que je me mette à côté de voitures modernes et que je mesure le son avec ma caméra pour voir ce que ça donne, parce que parfois, j'ai l'impression que même mon Oldsmobile diesel est un peu plus silencieuse que certains diesels modernes. Voilà, donc je voulais recadrer un petit peu le sujet de ce qui se dit plus ou moins farfelu sur Internet à propos de ces Oldsmobile diesel, enfin ces GM diesel, et remettre un peu au clair les choses pour que vous puissiez comprendre que c'est pas si terrible que ça comme voiture. Oui, ça nécessite de l'entretien. Ben oui, un diesel, ça nécessite de l'entretien. Oui, l'huile se salit plus vite. Oui, l'huile se salit plus vite. Ben voilà, avec votre ancienne, vous prenez une Dauphine, vous faites votre vidange tous les 5000 km. Tout le monde trouve ça normal. Ben une Oldsmobile diesel, c'est pareil, vous devez faire votre vidange tous les 5000 km. Moi, je la fais avant pour être tranquille, pour avoir l'esprit tranquille. Mais normalement, vous la faites tous les 4800 km, pardon, excusez-moi, pas de précis. Et ça ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un qui a, je sais pas, n'importe quoi comme voiture, une Citroën Traction par exemple, de faire 20 000 km avec la même huile, ou 10 000 km avec la même huile. Et surtout, mettre une huile qui n'est pas adaptée à la voiture. Par exemple, mettre une huile full synthèse 10-60 hyper détergente dans un moteur qui a tourné toujours à l'huile de monograde non détergente. Bon, ben, je vous laisse imaginer le dessin assez facilement. Ça, ce sont des choses de bon sens. Malheureusement, certaines personnes manquent de bon sens. Ça arrive. Ouais, c'est comme ça, c'est humain. Et ça amène des catastrophes. Et ensuite, ma voiture est une pute, parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, à la base, est-ce que vous avez d'abord mis la bonne huile? Surtout sur ces moteurs diesel, c'est très important. Petite parenthèse, à l'époque, les huiles pour moteurs diesel étaient extrêmement chargées en ZDDP. Au fur et à mesure qu'elles avançaient dans le temps, ben, les normes faisaient qu'on enlevait le soufre du diesel, qu'on enlevait les particules de zinc des huiles, et donc les voitures se sont retrouvées à fonctionner dans des états où finalement elles n'avaient pas été conçues pour. Le soufre n'existe quasiment plus dans le moteur diesel, on est obligé maintenant de faire comme un vieux moteur à essence, qui a classe fonte, hein, de mettre un additif qui va redonner un petit peu de gras dans le carburant pour que la pompe ne grippe pas, par exemple. C'est un exemple tout bête où un injecteur ne grippe pas. Et ça, c'est des choses, c'est l'évolution. Ben oui, on tend toujours vers éviter des pollutions inutiles, c'est très bien. Par contre, les véhicules qui n'étaient pas équipés ou prévus pour fonctionner avec ce type de carburant doivent faire en sorte de pouvoir fonctionner, d'où les additifs. Essence pour l'essence sans plomb et diesel pour les moteurs diesel anciens. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. J'ai fait ma petite mise au point. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis on se reverra pour de nouvelles aventures très prochainement. À bientôt.